Jacques, subversion du sujet et dialectique du désir. Page 6. Car loin de céder à une réduction logisante, là, il s'agit du désir. Nous trouvons dans son irréductibilité à la demande le ressort même de ce qui empêche aussi bien de le ramener au besoin. Pour le dire elliptiquement, que le désir soit articulé, c'est justement par là qu'il n'est pas articulable. Nous l'entendons dans le discours qui lui convient, éthique et non psychologique. Faltant parametros necessarios rectus. Il nous faut dès lors pousser beaucoup plus loin devant vous la topologie que nous savons élaborer pour notre enseignement dans ce dernier lustre, soit introduire un certain graphe dont nous prévenons qu'il n'assure qu'entre autres l'emploi que nous allons en faire, ayant été construit et mis au point à ciel ouvert pour opérer dans son étagement la structure la plus largement pratique des données de notre expérience. Il nous servira ici à présenter où se situe le désir par rapport à un sujet défini de son articulation par le signifiant. Voici ce qu'on pourrait dire en être la cellule élémentaire qui articule ce que nous avons appelé le point de capiton par quoi le signifiant arrête le glissement autrement indéfini de la signification. La chaîne signifiante est censée être supportée par le vecteur S', signifiant prime, son repliement sur soi-même, après son homologique par rapport au sujet, sans même entrer dans la finesse de la direction rétrograde, où se produit son croisement redoublé par le vecteur delta, sujet barré, que seulement ce dernier, l'on voit le poisson qu'il croche, moins propre à figurer qu'il dérobe à la saisie en sa nage vive que l'intention qui s'efforce à le noyer dans le flot du prétexte, à savoir la réalité qui s'imagine dans le schéma éthologique du retour du besoin. Ce point de capiton, trouvé en la fonction diachronique dans la phrase, pour autant qu'il ne boucle sa signification qu'avec son dernier terme, chaque terme étant anticipé dans la construction des autres. Et qu'elle ne boucle sa signification qu'avec son dernier terme, chaque terme étant anticipé dans la construction des autres, et inversement scellant leur sens par son effet rétroactif. Mais la structure synchronique est plus cachée, et c'est elle qui nous porte à l'origine. C'est la métaphore en tant que s'y constitue l'attribution première, celle qui promulgue le chien fermier, le chauffeur,
par quoi l'enfant d'un seul coup, en déconnectant la chose de son cri, élève le signe à la fonction du signifiant et la réalité à la sophistique de la signification, et par le mépris de la vraisemblance ouvre la diversité des objectivations à vérifier de la même chose. Cette possibilité exige-t-elle la topologie d'un jeu à 4 coins? Voilà le genre de question qui n'a l'air de rien et qui peut donner pourtant quelques tintouins, s'il doit en dépendre la construction subséquente. Nous en épargnerons les étapes en donnant tout de go la fonction des 2 points de croisement dans ce graphe primaire. L'un connoté A, grand autre, est le lieu du trésor du signifiant, ce qui ne veut pas dire du code, car ce n'est pas que s'il conserve la correspondance univoque d'un signe à quelque chose, mais que le signifiant ne se constitue que d'un rassemblement synchronique et dénombrable, où aucun ne se soutient que du principe de son opposition à chacun des autres. L'autre, connoté, signifié, démultiplié au grand autre, subjugué au grand autre, et ce qu'on peut appeler la ponctuation, la signification, se constitue comme produit fini. Observons la symétrie de l'un qui est un lieu, place plutôt qu'espace, à l'autre qui est un moment conscient plutôt que durée. Tous deux participent de cette offre au signifiant que constitue le trou dans le réel. L'un comme creux de recel, l'autre comme forage pour l'issue. La soumission du sujet au signifiant qui s'y produit dans le circuit qui va de signifier au grand autre à grand autre pour revenir de grand autre à signifier subordonné grand autre. Est proprement un cercle, pour autant que l'assertion qui s'y instaure, faute de se clore sur rien que sa propre scansion. Autrement dit, faute d'un acte où il trouverait sa certitude, ne renvoie qu'à sa propre anticipation dans la composition du signifiant, en elle-même insignifiante. La quadrature de ce cercle, pour être possible, n'exige que la complétude de la batterie signifiante installée en ordre A, symbolisant dès lors le lieu de l'ordre, à quoi l'on voit que cet ordre n'est rien que le pur sujet de la moderne stratégie des jeux, comme tel parfaitement accessible au calcul de la conjecture, pour autant que le sujet réel, pour y régler le sien, n'a à y tenir aucun compte d'aucune aberration dite subjective au sens commun, c'est-à-dire psychologique, mais de la seule inscription d'une combinatoire dont l'exhaustion est possible. Cette quadrature est pourtant impossible, mais seulement du fait que le sujet ne se constitue qu'à s'y soustraire, à la décompléter essentiellement pour à la fois devoir s'y compter et n'y faire fonction que de manque. L'autre comme titre préalable du pur sujet du signifiant
Il tient la position maîtresse avant même d'y venir à l'existence, pour le dire avec Hegel et contre lui en maître absolu, car ce qui est omis dans la platitude de la moderne théorie de l'information, c'est qu'on ne peut même parler de code que si c'est déjà le code de l'autre. Or, c'est bien d'autres choses qu'il s'agit dans le message, puisque c'est de lui que le sujet se constitue, par quoi c'est de l'autre que le sujet reçoit même le message qu'il émet, et sont justifiées les notations A, S, petit s, grand A. Message de code et code de message se distingueront en forme pure dans le sujet de la psychose, celui qui se suffit de cet autre préalable, observant entre parenthèses que cet autre, distingué comme lieu de la parole, ne s'impose pas moins comme témoin de la vérité. Sans la dimension qu'il constitue, la tromperie de la parole ne se distinguerait pas de la feinte qui, dans la lutte combative ou la parade sexuelle, en est pourtant bien différente. Se déployant dans la capture imaginaire, la feinte s'intègre dans le jeu d'approche et de rupture traquée, constituant la danse originaire, où ces deux situations vitales trouvent leur scansion, et les partenaires qui s'y ordonnent ce que nous oserons écrire leur densité. L'animal au reste s'en montre capable quand traqué. Il arrive à dépister en amorçant un départ qui est de l'heure. Cela peut aller aussi loin qu'à suggérer chez le gibier la noblesse d'honorer ce qu'il y a dans la chasse de parade. Mais un animal ne feint pas de feindre. Il ne fait pas de traces dont la tromperie consisterait à se faire prendre pour fausse, étant les frais, c'est-à-dire celle qui donnerait la bonne piste, pas plus qu'il n'efface ses traces, ce qui serait déjà pour lui se faire sujet du signifiant. Tout ceci n'a été articulé que de façon confuse par des philosophes pourtant professionnels. Mais il est clair que la parole ne commence qu'avec le passage de la feinte à l'ordre du signifiant, et que le signifiant exige un autre lieu, le lieu de l'autre témoin. Le témoin autre qu'aucun des partenaires pour que la parole qu'il supporte puisse mentir, c'est-à-dire se poser comme vérité. Ainsi, c'est d'ailleurs que la réalité qu'elle concerne, que la vérité tire sa garantie. C'est de la parole. Comme c'est d'elle qu'elle reçoit cette marque qui l'institue dans une structure de fiction. Le dit premier décrète, légifère, aphorise, est oracle. Il confère à l'autre réel son obscure autorité. Prenez seulement un signifiant pour un signe de cette toute-puissance, ce qui veut dire de ce pouvoir tout en puissance,
de cette naissance de la possibilité, et vous savez le trait lunaire qui de combler la marque invisible que le sujet tient du signifiant, alliant ce sujet dans l'identification première qui forme l'idéal du mot. Ce qu'inscrit la notation de grand A que nous devons substituer à ce stade. Ça doit être mal transcrit dans ce texte, ça doit pratiquement se barrer du vecteur rétrograde. Nous le faisons reporter de sa pointe à son départ. Faltan parámetros necesarios o son incorrectos, effet de rétroversion, par quoi le sujet à chaque étape devient ce qu'il était, comme d'avant il s'annonce, il aura été au futur antérieur. Ici s'insère l'ambiguïté d'un méconnaître essentiel, me connaître, car tout ce dont le sujet peut s'assurer dans cette rétrovisée, c'est venant à sa rencontre l'image, elle anticipée, qu'il prit de lui-même en son miroir. Nous ne reprendrons pas ici la fonction de notre stade du miroir, point stratégique premier dressé par nous en objection à la faveur accordée dans la théorie au prétendu moi autonome, dont la restauration académique justifiait le contresens proposé de son renforcement dans une cure désormais déviée vers un succès adaptatif, phénomène d'abdication mentale lié au vieillissement du groupe dans la diaspora de la guerre, et réduction d'une pratique éminente à un label propre à l'exploitation de l'américain way of life. Quoi qu'il en soit, ce que le sujet trouve en cette image altérée de son corps, c'est le paradigme de toutes les formes de la ressemblance qui vont porter sur le monde des objets une teinte d'hostilité en y projetant l'avatar de l'image narcissique qui, de l'effet jubilatoire de sa rencontre au miroir, devient l'affrontement semblable déversoir de la plus intime agressivité. C'est cette image qui se fixe, moi idéal, du point où le sujet s'arrête comme idéal du moi. Le moi est dès lors fonction de maîtrise, jeu de prestance, rivalité constituée. Dans la capture qu'il subit de sa nature imaginaire, il masque sa duplicité, à savoir que la conscience où il s'assure d'une existence incontestable, naïveté qui s'étale dans la méditation d'un fainéant, ne lui est nullement immanente, mais bien transcendante, puisqu'elle se supporte du trait lunaire de l'idéal du moi, ce que le cogito cartésien ne méconnaît pas, par quoi l'ego transcendant lui-même se trouve relativé, impliqué qu'il est dans la méconnaissance où s'inaugurent les identifications du moi. Ce procès imaginaire qui de l'image spéculaire va à la constitution du moi sur le chemin de la subjectivation par le signifiant est signifié dans notre graphe par le vecteur I, petit a et M à sens unique, mais articulé doublement une première fois en court-circuit sur grand I. Une seconde fois, en voie de retour sur signifié de grand A et grand A, grand A. Ce qui montre que le moi ne s'achève qu'à être articulé non comme jeu du discours, mais comme métonymie de sa signification,
ce que Damourette et Pichon prennent pour la personne étoffée qu'ils s'opposent à la personne subtile, cette dernière n'étant autre que la fonction plus haut désignée comme shifter. La promotion de la conscience comme essentielle au sujet de la séquelle historique du cogito cartésien est pour nous l'accentuation trompeuse de la transparence du fait en acte au dépend de l'opacité du signifiant qui le détermine et le glissement par quoi le bewusstsein sert à couvrir la confusion du selbst, justement dans la phénoménologie de l'esprit à démontrer de la rigueur de Hegel à la raison de son erreur. Le mouvement même qui désaxe le phénomène de l'esprit vers la relation imaginaire à l'autre, c'est-à-dire au semblable à connecter d'un petit arbre, mais toujours sans effet, à savoir l'agressivité qui devient le fléau de la balance autour de quoi va se décomposer. Décomposer l'équilibre du semblable au semblable en ce rapport du maître à l'esclave, gros de toutes les ruses par où la raison va y faire cheminer son règne impersonnel. Fait, cette servitude inaugurale des chemins de la liberté, mythe sans doute plutôt que genèse effective, nous pouvons ici montrer ce qu'elle cache précisément de l'avoir révélé comme jamais auparavant. La lutte qui l'instaure est bien dite de pur prestige. L'enjeu, il y va de la vie bien fait pour faire écho à ce danger de la prématuration générique de la naissance, ignorée de Hegel et dont nous avons fait le ressort dynamique de la capture spéculaire. Mais la mort, justement, d'être tirée à la fonction de l'enjeu, paraît plus honnête que celui de Pascal, quoiqu'il s'agisse aussi d'un poker, puisqu'ici la relance est limitée, montre du même coup ce qui était l'idée d'une règle préalable aussi bien que du règlement conclusif. Car il faut bien, en fin de compte, que le vaincu ne périsse pas pour qu'il fasse un esclave. Autrement dit, le pacte est pourtant préalable à la violence avant de la perpétuer, et ce que nous appelons le symbolique domine l'imaginaire, en quoi on peut se demander si le meurtre est bien le maître absolu. Car il ne suffit pas d'en décider par son effet, la mort. Il s'agit encore de savoir quelle mort, celle que porte la vie ou celle qui la porte. Sans faire tort à la dialectique hegelienne d'un constat de carence, dès longtemps soulevé sur la question du lien de la société des maîtres, nous voulons ici souligner ce qui, à partir de notre expérience, sort aux yeux comme symptomatique, c'est-à-dire comme installation dans le refoulement. C'est proprement le thème de la ruse, de la raison dont l'erreur plus haut désignée n'amoindrit pas la portée de séduction. Le travail, dit-il, auquel s'est soumis l'esclave en renonçant à la jouissance par crainte de la mort, sera justement la voie par où il réalisera la liberté. Il n'y a pas de l'art plus manifeste politiquement, mais du même coup psychologiquement. La jouissance est facile à l'esclave et elle laissera le travail servir. La ruse de la raison séduit par ce qui résonne d'un mythe individuel bien connu, l'obsessionnel, dont on sait que la structure n'est pas rare dans l'intelligence
intelligentsia. Mais pour peu que celui-ci échappe à la mauvaise foi du professeur, il ne se leur qu'assez difficilement de ce que ce soit son travail qui doit lui tendre l'accès à la jouissance, rendant un hommage proprement inconscient à l'histoire écrite par Hegel. Il trouve souvent son alibi dans la mort du maître. Mais quoi de cette mort? Simplement, il l'attend. En fait, c'est du lieu de l'autre où il s'installe qu'il suit le jeu, rendant tout risque inopérant, spécialement celui d'aucune chute. Dans une conscience de soi, pour qui il n'est de mort que pour rire. Ainsi que les philosophes ne croient pas pouvoir faire bon marché de l'irruption que fut la parole de Freud concernant le désir. Et ce, sous le prétexte que la demande, avec les effets de la frustration, a tout immergé de ce qui leur parvient d'une pratique tombée à une banalité éducative que ne relève même plus ses mollesses. Oui, les traumatismes énigmatiques de la découverte freudienne ne sont plus que des envies rentrées. La psychanalyse se nourrit de l'observation de l'enfant et de l'infantilisme des observations épargnant en les comptes rendus, tous, tant qu'ils sont si édifiants. Et tel que l'humour n'y est plus de mise jamais, leurs auteurs sont désormais trop soucieux d'une position honorable pour y faire encore la moindre part au côté irrémédiablement sous-craigneux que l'inconscient entretient de ses racines linguistiques. Impossible pourtant à ceux qui prétendent que ce soit par l'accueil fait à la demande que s'introduit la discordance dans les besoins supposés à l'origine du sujet, de négliger le fait qu'il y a des demandes qui ne passent à quelque titre par les défilés du signifiant. Et si la langue somatique de l'impuissance de l'homme à s'émouvoir, a fortiori à se suffire, un temps après sa naissance, assure son sol à une psychologie de la dépendance. Comment illustrerait-elle le fait que cette dépendance est maintenue par un univers de langage, justement ceci que par et à travers lui, les besoins se sont diversifiés et démultipliés, au point que la portée en apparaît d'un tour tout autre qu'on la rapporte au sujet ou à la politique, pour le dire, au point que ces besoins soient passés au registre du désir, avec tout ce qui nous s'impose de confronter à notre nouvelle expérience de ces paradoxes. De toujours pour le moraliste, de cette marque d'infini qui relève les théologiens, voire de la précarité de son statut, telle qu'elle s'annonce dans les derniers cris de sa formule, poussée par Sartre, le désir, passion inutile. Ce que la psychanalyse nous démontre concernant le désir dans sa fonction qu'on peut dire la plus naturelle, puisque c'est d'elle que dépend le maintien de l'espèce. Ce n'est pas seulement qu'il soit soumis dans son instance, son appropriation, sa normalité pour toutes heures, aux accidents de l'histoire du sujet,
notion du traumatisme comme contingence, si bien que tout ceci exige le concours d'éléments structuraux qui, pour intervenir, se passent fort bien de ces accidents et dont l'incidence inharmonique, inattendue, difficile à réduire, semble bien laisser à l'expérience un résidu qui a pu arracher à Freud l'aveu que la sexualité devait porter la trace de quelques fêlures peu naturelles. On aurait tort de croire que le mythe freudien de l'Oedipe en finissait avec la théologie, car il ne suffit pas d'agiter le guignol de la rivalité sexuelle. Et il conviendrait plutôt d'y lire ce qu'en ses coordonnées, Freud impose à notre réflexion, car elles reviennent à la question d'où lui-même est parti. Qu'est-ce qu'un père? C'est le père mort, répond Freud, mais personne ne l'entend. Et pour ce que Lacan reprend sous le chef du nom du père, on peut regretter qu'une situation plus scientifique le laisse toujours privé de son audience normale. La réflexion analytique a pourtant tourné vaguement autour de la méconnaissance problématique chez certains primitifs de la fonction du géniteur, voire y a-t-on débattu sous le pavillon de contrebande du culturalisme sur les formes d'une autorité. Dont on ne peut même pas dire qu'aucun secteur de l'anthropologie y ait apporté une définition de quelque ampleur. Faudra-t-il que nous soyons rejoints par la pratique qui prendra peut-être en un temps force d'usage d'inséminer artificiellement les femmes en rupture du banc phallique avec le sperme grande femme pour tirer de nous sur la fonction paternelle un verdict. L'Oedipe, pourtant, ne saurait tenir indéfiniment l'affiche dans des formes de société où se parle de plus en plus le sens de la tragédie, partant de la conception de l'autre comme du lieu du signifiant. Tout énoncé d'autorité n'y a d'autre garantie que son énonciation même, car il est vain qu'il le cherche dans un autre signifiant, lequel d'aucune façon ne saurait apparaître hors de ce lieu. Ce que nous formulons à dire qu'il n'y a pas de métalangage qui puisse être parlé plus aphoristiquement, qu'il n'y a pas d'autre de l'autre. C'est en imposteur que se présente pour y suppléer le législateur, celui qui prétend ériger la loi. Mais non pas la loi elle-même, non plus que celui qui s'en autorise, que de cette autorité de la loi, le père puisse être tenu pour le représentant originel. Voilà qui exige de spécifier sous quel mode privilégié de présence il se soutient au-delà du sujet qui est amené à occuper réellement la place de l'autre, à savoir de la mère. La question est donc reculée. Il paraîtra étrange que, s'ouvrant là l'espace démesuré qu'implique toute demande d'être requête de proprement de l'amour, nous n'y laissons pas plus débat à la dite question. Mais la concentrions sur ce qui se firme en deçà du même effet de la demande pour faire proprement la place du désir. C'est en effet très simplement, et nous allons dire en quel sens, comme désir de l'autre, que le désir de l'homme trouve forme,
Mais d'abord, elle ne garde qu'une opacité subjective pour y représenter le besoin. Le désir s'ébranche dans la marge où la demande se déchire du besoin. Cette marge étant celle que la demande, dont l'appel ne peut être inconditionnel qu'à l'endroit de l'autre, ouvre sous la forme du défaut possible qui peut apporter le besoin de n'avoir pas de satisfaction universelle, ce qu'on appelle angoisse. Marge qui, pour linéaire qu'elle soit, laisse apparaître son vertige, pour peu qu'elle ne soit pas recouverte par le piétinement d'éléphant du caprice de l'autre. C'est ce caprice néanmoins qui introduit le fantôme de la toute-puissance, non pas du sujet, mais de l'autre où s'installe sa demande. Il serait temps que ce cliché imbécile fût, une fois pour toutes et pour tous, remis à sa place, et avec ce fantôme la nécessité de son bridage par la loi. Mais nous nous arrêtons là encore pour revenir au statut du désir qui se présente comme autonome par rapport à cette médiation de la loi, pour la raison que c'est du désir qu'elle s'origine, en le fait que par une symétrie singulière, il renverse l'inconditionnel de la demande d'amour, où le sujet reste dans la suggestion de l'autre, pour le porter à la puissance de la condition absolue, où l'absolu veut dire aussi détachement, pour le gain obtenu sur l'angoisse à l'endroit du besoin. Ce détachement est réussi dès son plus simple mode, celui sous lequel tel psychanalyste l'a entrevu dans sa pratique de l'enfant, le dénommant l'objet transitionnel, autrement dit la bribe de la langue, de l'ange, de son chéri qui ne quitte plus la lèvre ni la main. Disons-le, ce n'est là qu'emblème, le représentant de la représentation dans la condition absolue est à sa place dans l'inconscient, où il cause le désir selon la structure du fantasme que nous allons en extraire. Car là se voit que la naissance où reste l'homme de son désir et moins naissance de ce qu'il demande, qui peut après tous se cerner qu'une science d'où il désire. Et c'est à quoi répond notre formule que l'inconscient est discours de l'autre, où il faut entendre le de au sens du de latin, détermination objective, de alio in ratione, achevé, tua res agitur, mais aussi en y ajoutant que le désir de l'homme et le désir de l'autre, où le de donne la détermination dite par les grammairiens subjective, à savoir que c'est en tant qu'autre qu'il désire ce qui donne la véritable portée de la passion humaine. C'est pourquoi la question de l'autre, qui revient au sujet de la place où l'on attend un oracle, sous la libellule d'un qui faut, que veux-tu, et celle qui conduit le mieux un chemin de son propre désir, s'il se met, grâce au savoir-faire d'un partenaire du nom de psychanalyste, à la reprendre, fût-ce sans bien le savoir, dans le sens d'un « que me veut-il ?» C'est cet étage surimposé de la structure qui va pousser notre graphe
vers sa forme complétée, de s'y introduire d'abord comme le design d'un point d'interrogation planté au cercle du grand tas de l'autre, symbolisant une démographie déroutante, la question qui signifie de quel flacon est-ce qu'il a l'ouvre-bouteille, de quelle réponse le signifiant, clé universelle. Remarquons qu'un indice peut être trouvé dans la claire aliénation qui laisse au sujet la faveur de buter sur la question de son essence, en ce qu'il peut ne pas méconnaître que ce qu'il désire se présente à lui comme ce qu'il ne veut pas. Forme assumée de la dénégation où s'insère singulièrement la méconnaissance de lui-même ignorée, par quoi il transfère la permanence de son désir à un moi, pourtant évidemment intermittent, et inversement se protège de son désir en lui attribuant ses intermittences même. Bien sûr, peut-on être surpris de l'entendu de ce qui est accessible à la conscience de soi, à condition qu'on l'ait appris par ailleurs, ce qui est bien ici le cas. Faltan parámetros necesarios son incorrectos, car pour retrouver de tout ceci la pertinence, il faut qu'une étude assez poussée, qui ne peut se situer que dans l'expérience analytique, nous permette de compléter la structure du fantasme en y liant essentiellement, quelles qu'en soient les illusions occasionnelles, à la condition d'un objet dont nous n'avons fait plus haut qu'effleuré par la diachronie et le privilège, le moment d'un fading ou éclipse du sujet, étroitement lié à l'asphalte ou refente qu'il subit de sa subordination au signifiant. C'est ce que saint Paul le sigle. Ce que c'est la formule du fantasme, sujet paré, les anges objet à cause du désir et son envers la formule de la perversion et le losange entre les deux, l'équivalence de ces formes en rapport avec ses positionnements, les discours capucins, en rapport à la présentation qu'en fait Lacan, là, que nous avons introduit au titre d'algorithme, dont ce n'est pas par hasard qu'il rompt l'élément phonématique que constitue l'unité signifiante jusqu'à son atome littéral, car il est fait pour permettre 20 et 100 lectures différentes, multiplicité admissible aussi loin que le parler en test pris à son algèbre. Cet algorithme et ses analogues utilisés dans le graphe ne démentent en effet d'aucune façon ce que nous avons dit de l'impossibilité d'un métalangage. Ce ne sont pas des signifiants transcendants, ce sont les index d'une signification absolue, notion qui, sans autre commentaire, paraîtra, nous l'espérons, appropriée à la condition du fantasme. Sur le fantasme ainsi posé, le graphe inscrit que le désir se règle, homologue à ce qu'il en est, du moins au regard de l'image du corps, à ceci près qu'il marque encore l'inversion des méconnaissances où se fondent respectivement l'un et l'autre. Ainsi se ferme la voie imaginaire par où je dois dans l'analyse advenir, là où c'était l'inconscient. Disons,
pour relever la métaphore de Damourette et Pichon sur le moi grammatical en l'appliquant à un sujet auquel elle est mieux destinée que le fantasme est proprement l'étoffe de ce jeu qui se trouve primordialement refoulé de n'être indicable que dans le fading de l'énonciation. Voici maintenant, en effet, notre attention sollicitée par le statut subjectif de la chaîne signifiante dans l'inconscient, ou mieux dans le refoulement primordial, on conçoit mieux dans notre déduction qu'il ait fallu s'interroger sur la fonction qui supporte le sujet de l'inconscient, de saisir qu'il soit difficile de le désigner nulle part comme sujet d'un énoncé, donc comme l'articulant quand il ne sait même pas qu'il parle, d'où le concept de la pulsion, on le désigne d'un repérage organique, oral, anal, etc., qui satisfait à cette exigence d'être d'autant plus loin du parler que plus il parle. Mais si notre graphe complet nous permet de placer la pulsion comme trésor des signifiants, sa notation comme sujet barré, le songe demande, maintient sa structure en l'alliant à la diachronie, c'est-à-dire par les voies orales, sa structure en l'alliant à la diachronie, ce qui advient entre signifiants. De la demande quand le sujet s'y évanouit, que la demande disparaisse aussi, cela va de soi, à ceci près qu'il reste la coupure, car celle-ci reste présente dans ce qui distingue la pulsion de la fonction organique qu'elle habite, à savoir son artifice grammatical, s'y manifeste dans les réversions de son articulation à la source comme à l'objet. Freud, là-dessus, est intarissable. La délimitation même de la zone érogène que la pulsion isole du métabolisme de la fonction, l'acte de la dévoration intéressé d'autres organes que la bouche. Demandez-le au chien de Pavlov. Et le fait d'une coupure qui trouve faveur du trait anatomique d'une marge ou d'un bord, lèvres, enclos des dents, marche de l'anus, stylion, pénian, vagin, fente palpébrale, voire cornet de l'oreille. Nous évitons ici les précisions embryologiques. L'érogénéité respiratoire est mal utilisée, mais c'est évidemment par le spasme qu'elle entre en jeu. Observons que ce trait de la coupure n'est pas moins évidemment prévalent dans l'objet qui décrit la théorie analytique. Mamelon, cybale, phallus, objet imaginaire, flot, urinaire, liste impensable, si l'on y ajoute avec nous le phonème, le regard, la voix, le rien. Car ne voit-on pas que le trait partiel à juste titre souligné dans les objets ne s'applique pas à ce qu'il soit parti d'un objet total qui serait le corps, mais à ce qu'il ne
représente que partiellement la fonction qui les produit. Un trait commun à ces objets, notre élaboration, ils n'ont pas d'image spéculaire, autrement dit, d'altérité. C'est ce qui leur permet d'être l'étoffe, ou pour mieux dire, la doubleur, sans en être pour autant l'enfer du sujet même qu'on prend pour le sujet de la conscience. Car ce sujet qui croit pouvoir autant l'enfer, le sujet accéder à lui-même, à se désigner dans l'énoncé, n'est rien d'autre qu'un tel objet, interrogé, l'angoissé de la page blanche, il vous dira qu'il est tronc de son fantasme. C'est à cet objet insaisissable au miroir que l'image spéculaire donne son habillement, proie saisie au rythme de l'ombre, et qui, volé de son volume gonflant l'ombre, retend le leurre, fatigué de celle-ci, un air de proie. Ce que le graphe nous propose maintenant se situe au point où toute chaîne signifiante sonore a bouclé sa signification. S'il faut attendre un tel effet de l'énonciation inconsciente, c'est ici en signifiant, multipliant son rapport au grand homme, et le lire signifiant d'un manque dans l'autre. Inhérent à sa fonction même d'être le trésor du signifiant. Ceci pour autant que l'autre requiert qu'évoit et de répondre de la valeur de ce trésor, c'est-à-dire de répondre certes de sa place dans la chaîne inférieure, mais dans les signifiants constituant de la chaîne supérieure, autrement dit en termes de pulsion. Le manque dont il s'agit est bien ce que nous avons déjà formulé, qu'il n'y a pas d'autre de l'autre, mais ce trait du sang-froid de la vérité est ce bien là le dernier mot qui vaille à donner à la question « Que me veut l'autre ?» Sa réponse, quand nous, analystes, en sommes le porte-parole, sûrement pas justement ce que notre office n'a rien de doctrinal. Nous n'avons à répondre d'aucune vérité dernière, spécialement ni pour ni contre aucune religion. C'est beaucoup déjà qu'ici nous devions placer dans le mythe freudien le père mort, mais un mythe ne suffit pas de ne supporter aucun rite, et la psychanalyse n'est pas le rite de l'Oedipe, remarque à développer plus tard. Sans doute le cadavre est-il bien un signifiant, mais le tombeau de Moïse est aussi vide pour Freud que celui du Christ pour Hegel. Abraham, aucun d'eux n'a livré son mystère. Pour nous, nous partirons de ce que le sigle signifiant. C'était quoi qui manque de l'autre? Bref, articule d'être d'abord un signifiant, d'être vu, notre autre. Signifiant, ce signifiant sera donc le signifiant pour quoi tous les autres signifiants représentent le sujet. C'est-à-dire que faute de ces signifiants, les autres ne représentent rien, puisque rien n'est représenté que pour. Or, la batterie des signifiants, en tant que étant par là même complète,
Ce signifiant ne peut être qu'un trait qui se trace de son cercle sans pouvoir y être compté, symbolisable par l'inhérence d'un moins i à l'ensemble des signifiants. Il est comme tel imprononçable, mais non pas son opération, car elle est ce qui se produit chaque fois qu'un nom propre est prononcé. Son énoncé s'égale à sa signification. Tout résulte qu'à calculer celle-ci selon l'algèbre dont nous faisons usage, à savoir grand S sur petit s signifiant par-dessus signifié égale le sujet paré, l'énoncé avec le signifiant égale moins i, entre parenthèses, on a semi-colon, signifié égale la racine carrée de moins i. C'est ce qui manque au sujet pour se penser épuisé par son cogito, à savoir ce qu'il est d'impensable. Mais d'où provient cet être qui apparaît en quelque sorte en défaut dans la mer des noms propres? Nous ne pouvons le demander à ce sujet en tant que je. Pour le savoir, il lui manque tout, puisque si ce sujet, moi j'étais mort, nous l'avons dit, il ne le saurait pas, qu'il ne me sait donc pas vivant. Comment donc me le prouverai-je? Car je puisse à la rigueur prouver à l'autre qu'il existe, non bien sûr avec les preuves de l'existence de Dieu dans les siècles le tue, mais en l'aimant, solution apportée par le régime chrétien. C'est au reste une solution trop précaire pour que nous songions même à y fonder un détour pour ce qui est notre problème, à savoir, que suis-je? Je suis à la place d'où se vocifère que l'univers est un défaut dans la pureté du non-être, et ceci non pas sans raison, car à se garder, cette place fait languir l'être humain. Il s'appelle la jouissance, et c'est elle dont le défaut rendrait vain l'univers. En ajoutant la charge, oui, sans doute, cette jouissance dont le manque fait l'autre inconsistant, est-elle donc la mienne? Mon expérience prouve qu'elle m'est ordinairement interdite, et ceci non pas seulement, comme le croiraient les imbéciles, par un mauvais arrangement de la société, mais je dirais par la faute de l'autre s'il existait. L'autre n'existant pas, il ne me reste qu'à prendre la faute sur je, c'est-à-dire à croire à ce à quoi l'expérience nous conduit tous, Freud en tête, au péché originel. Car si l'histoire que nous devons à sa plume ne peut servir à rien de plus que celui de la pomme maudite, à ceci près qu'il ne vient pas à son actif de mythe que plus succincte, il est sensiblement moins crétinisant. Mais ce qui n'est pas un mythe, et que Freud a formulé pourtant aussitôt que le dupe, c'est le complexe de castration. Nous trouvons dans ce complexe le ressort majeur de la subversion même que nous tentons aussi d'articuler avec sa dialectique, car proprement inconnu jusqu'à Freud qui l'introduit dans la formation du désir,
Le complexe de castration ne peut plus être ignoré d'aucune pensée sur le sujet. Dans la psychanalyse, sans doute, bien loin qu'on ait tenté de l'articuler plus avant, c'est très précisément à ne pas s'en expliquer qu'on s'est employé. C'est pourquoi ce grand corps, tout semblable à un Samson, est réduit à tourner la meule pour les Philistins de la psychologie générale. Assurément, il y a là ce qu'on appelle un os, pour être justement ce qu'on avance ici, structural du sujet. Il constitue essentiellement cette marge que toute pensée a évité, sauter, contourner, boucher chaque fois qu'il réussit apparemment à se soutenir d'un cercle, qu'il soit dialectique ou mathématique. C'est pourquoi nous menons volontiers ceux qui nous suivent sur les lieux où la logique se déconcerte de la disjonction qui éclate de l'imaginaire au symbolique, non pour nous complaire au paradoxe qui s'y engendre, ni à aucune prétendue crise de la pensée, mais pour ramener bien au contraire leur faux priant à la béance qu'ils désignent, toujours pour nous très simplement édifiante et surtout pour essayer d'y forger la méthode d'une sorte de calcul dont l'inappropriation comme telle ferait tomber le secret. Tel ce fantôme de la cause que nous avons poursuivi dans la plus pure symbolisation de l'imaginaire par l'alternance du semblable ou du semblable. Observons donc bien ce qui objecte à conférer à notre signifiant le sens du mana ou l'un quelconque de ses congénères. C'est que nous ne saurons nous contenter de l'articuler de la misère du fait social, fut-il traqué jusque dans un prétendu fait total. Sans doute Claude Lévi-Strauss, comme en temps Mauss, a-t-il voulu y reconnaître l'effet d'un symbole zéro. Mais c'est plutôt du signifiant du manque de ce symbole zéro qu'il nous paraît s'agir en notre cas. Et c'est pourquoi nous avons indiqué, quitte à encourir quelques disgrâces, jusqu'où nous avons pu pousser le détournement de l'algorithme mathématique à notre usage, le symbole, la racine carrée de moins i, encore écrit i dans la théorie des nombres complexes, ne se justifie évidemment que de ne prétendre à aucun automatisme dans son emploi subséquent. Ce à quoi il faut se tenir, c'est que la jouissance est interdite à qui parle comme telle, ou encore qu'elle ne puisse être dite qu'entre les lignes pour quiconque est sujet de la loi, puisque la loi se fonde de cette interdiction même. La loi, en effet, commanderait-elle, jouit, que le sujet ne pourrait y répondre que par un jouit, où la jouissance ne serait plus que sous-entendue. Mais ce n'est pas la loi elle-même qui barre l'accès du sujet à la jouissance, seulement fait-elle d'une barrière presque naturelle un sujet barré. Car c'est le plaisir qui apporte à la jouissance ses limites, le plaisir comme liaison de la vie incohérente jusqu'à ce qu'une autre, et elle non contestable, interdiction s'élève de cette régulation découverte par Freud comme processus primaire et pertinente loi du plaisir.
On a dit que Freud n'a fait là que suivre la voie où déjà s'avançait la science de son temps, voir la tradition d'un long passé. Pour mesurer la vraie audace de son pays, il suffit de considérer sa récompense qui ne s'est pas fait attendre, l'échec sur l'hétéroclite du complexe de castration. C'est la seule indication de cette jouissance dans son infinitude qui comporte la marque de son interdiction. Et pour constituer cette marque implique un sacrifice, celui qui tient un seul et même acte avec le choix de son symbole, le phallus. Ce choix est permis de ce que le phallus soit l'image du pénis négative à sa place dans l'image spéculaire. C'est ce qui prédestine le phallus à donner corps à la jouissance dans la dialectique du désir. Il faut donc distinguer du principe du sacrifice, qui est symbolique, la fonction imaginaire qui s'y dévoue, mais qui le voile du même coup qu'elle lui donne son instrument. La fonction imaginaire est celle que Freud a formulée précédée à l'investissement de l'objet comme narcissique. C'est là-dessus que nous sommes revenus nous-mêmes en démontrant que l'image spéculaire est le canal que prend la transfusion de la libido du corps vers l'objet, mais pour autant qu'une partie reste préservée de cette immersion, concentrant en elle le plus intime de l'auto-érotisme, sa position en pointe, dans la forme la prédispose au fantasme de caducité où vient s'achever l'exclusion où elle se trouve de l'image spéculaire et du prototype qu'elle constitue pour le monde des objets. C'est ainsi que l'organe érectile vient à symboliser la place de la jouissance, non pas en tant que lui-même, ni même en tant qu'image, mais en tant que partie manquante à l'image désirée. C'est pourquoi il est égalable aux racines carrées de moins i de la signification plus haut au produit de la fontaine de sa structure métonymique. L'exemple souligné par Lacan de celle qui pleure comme une fontaine. Plus haut, produit de la jouissance qu'il restitue par le coefficient de son énoncé la fonction de manque de signifiant, entre parenthèses, moins i. S'il lui est donné de nouer ainsi l'interdiction de la jouissance, ce n'est pas pour autant pour ces raisons de forme, mais bien que l'outrepassement signifie ce qui ramène toute jouissance convoitée à la brièveté de l'auto-érotisme, les voies toutes tracées par la conformation anatomique de l'être parlant, à savoir la main du singe encore perfectionnée, non, en effet, pas été dédaignée dans une certaine ascèse philosophique comme voie d'une sagesse abusivement qualifiée de cynique. Certains de nos jours, obsédés sans doute par ce souvenir, ont cru, parlant à notre personne, pouvoir faire relever Freud lui-même de cette tradition, technique du corps, comme dit Mauss. Il reste que l'expérience analytique nous enseigne le caractère originel de la culpabilité qu'engendre sa pratique. Culpabilité liée au rappel de la jouissance que manque le Fils rendu à l'organe réel et consécration de la fonction du signifiant imaginaire à frapper les objets d'interdiction. Telle est en effet la fonction radicale à laquelle une époque plus sauvage de l'analyse trouvait des causes plus accidentelles, éducatives,
De même qu'elle infléchissait vers le traumatisme, les autres formes auxquelles elle avait le mérite de s'intéresser, de sacralisation de l'organe de circoncision, le passage du moi i entre parenthèses petit phi de l'image phallique d'un côté à l'autre de l'équation de l'imaginaire, il y devient grand phi, le phallus symbolique impossible à négativer, signifiant de la jouissance. Et c'est ce caractère qui explique et les particularités de l'abord de la sexualité par la femme et ce qui fait du sexe mâle, le sexe faible au regard de la perversion. Nous n'aborderons pas ici la perversion pour autant qu'elle accentue à peine la fonction du désir chez l'homme, en tant qu'il institue la dominance à la place privilégiée de la jouissance, de l'objet A, du fantasme qu'il substitue à l'autre grand A. La perversion y ajoute une récupération du pas inscrit qui ne paraîtrait guère original s'il n'y intéressait pas l'autre comme tel de façon très particulière. Seule notre formule du fantasme permet de faire apparaître que le sujet ici fait l'instrument de la jouissance de l'autre. Il intéresse plus les philosophes de saisir la pertinence de cette formule chez le névrosé, justement parce qu'il la force. La névrose, en effet, hystérique, obsessionnel, plus radicalement phobique, est celui qui identifie le manque de l'autre à sa demande, à D, grand D. Il en résulte que la demande de l'autre prend fonction d'objet dans son fantasme, c'est-à-dire que son fantasme nous formules permettent de le savoir immédiatement, se réduit à la pulsion. C'est pourquoi le catalogue des pulsions a pu être dressé chez le névrosé, par ses mieux pas de s'avancer, masqué, pas même avoir usage de la parole, mais ne pas manquant le fait que pour y attribuer la marche de l'avancée valable, il ne faudrait pas être sans sa capacité originelle. Il en résulte que la demande de l'ordre prend fonction d'objet dans son fantasme, c'est-à-dire que son fantasme ou formule permet de le savoir immédiatement. Si c'était bien inscrit dans cette version du texte vraiment merdique, c'est pourquoi le catalogue des pulsions puisse être dressé chez les névrosés. Mais cette prévalence donnée par les névrosés à la demande, qui pour une analyse basculant dans la facilité, a fait glisser toute la cœur vers le maniement de la frustration, cache son angoisse du désir de l'autre, impossible à méconnaître quand elle n'est couverte que de l'objet phobique, plus difficile à comprendre pour les deux autres névrosés, quand on n'a pas le fil qui permet de poser le fantasme comme désir de l'autre. On en trouve alors les deux termes comme éclatés, l'un chez l'obsessionnel pour autant qu'il nie le désir de l'autre en formant son fantasme à accentuer l'impossible de l'évanouissement du sujet, l'autre chez l'hystérique pour autant que le désir s'y maintient que de l'insatisfaction qu'on y apporte en se dérobant comme objet. Ces traits se confirment du besoin qu'a fondamentalement l'obsessionnel de se porter caution de l'autre, comme du côté sans foi de l'intrigue hystérique. En fait, l'image du père idéal est un fantasme de névrosé,
au-delà de la mer, entre réel de la demande dont on voudrait qu'elle calme le désert, c'est-à-dire son désert, se profile l'image d'un père qui fermerait les yeux sur les déserts, par quoi il puisse marquer encore que révéler la vraie fonction du père qui foncièrement est d'unir et non pas d'opposer un désir à la loi. Le père souhaité du névrosé et clairement, il se voit, le père mort, mais aussi bien un père qui serait parfaitement le maître de son désir, ce qui vaudrait autant pour le sujet. En voilà un des écueils que doit éviter l'analyste et le principe du transfert dans ce qu'il a d'interminable. C'est Wolfman, sans savoir. Oh, yeah, no need to repeat. C'est pourquoi une vacillation calculée de la neutralité de l'analyste peut valoir pour une hystérique plus que toutes les interprétations, au risque de l'affolement qui peut en résulter. Bien entendu, pourvu que cet affolement n'entraîne pas la rupture et que la suite convaincue, le sujet que le désir de l'analyste n'était pour rien dans l'affaire. Cette remarque n'est pas bien sûr un conseil technique, mais une vue ouverte sur la question du désir de l'analyste, ou pour ceux qui ne sauraient en avoir autrement l'idée. Comment l'analyste doit-il préserver pour l'autre la dimension imaginaire de sa non-maîtrise, de sa nécessaire imperfection? Voilà qui est aussi important à régler que l'affermissement en lui volontaire de sa naissance quant à chaque sujet venant à lui en analyse, de son ignorance toujours neuve à ce qu'aucun ne soit un cas. Pour revenir au fantasme, disons que le pervers s'imagine être l'autre pour assurer sa jouissance, et que c'est ce que révèle la névrose en s'imaginant être un pervers, lui pour s'assurer de l'autre. Ce qui donne le sens de la prétendue perversion mise au principe de la névrose. Elle est dans l'inconscient du névrosé en tant que fantasme de l'autre. Mais cela ne veut pas dire que chez le pervers, l'inconscient soit à ciel ouvert. Il se défend lui aussi à sa façon dans son désir, car le désir est une défense d'outrepasser une limite dans la jouissance. Le fantasme, dans sa structure par nous définie, contient le moins fine fonction imaginaire de la castration sous une forme cachée et réversible l'un de ces termes à l'autre, c'est-à-dire qu'à la façon d'un nombre complexe, il imaginarise, si l'on nous permet ce terme, alternativement l'un de ces termes par rapport à l'autre, inclus dans l'objet A. Le trésor inestimable qu'Alcibiade proclame être enfermé dans la boîte rustique qui lui forme la figure de Socrate. Mais observons que c'est affecté du signe, moi, c'est parce qu'il n'a pas vu la queue de Socrate. On nous permettra de le dire après Platon, qui ne ménage pas les détails qu'Alcibiade, le séducteur, exalte en lui, la merveille qu'il voulut que Socrate lui cédât en avouant son désir, la division du sujet qu'il porte en lui-même s'avouant avec éclat de cette occasion. Telle est la femme derrière son voile. C'est l'absence du pénis qui la fait phallus, objet du désir.
évoquer cette absence d'une façon plus précise en lui faisant porter un mignon postiche sous un travesti de balle et vous, plutôt elle, nous en tirer des nouvelles. L'effet est garanti à 100%. Nous l'entendons auprès d'hommes sans embâche. Bonne chance. C'est ainsi qu'a montré son objet comme châtré. Alcibiade parade comme désirant. La chose n'échappe pas à Socrate. Pour un autre présent parmi les assistants, Agathon, que Socrate, précurseur de l'analyse, et aussi bien sûr de son affaire en ce beau monde, n'hésite pas à nommer comme objet du transfert, mettant au jour d'une interprétation le fait que beaucoup d'analystes ignorent encore que l'effet amour-haine dans la situation psychanalytique se trouve au dehors. Mais Alcibiade n'est nullement un névrosé. C'est même parce qu'il est le désirant par excellence et l'homme qui va aussi loin qu'il se peut dans la jouissance, qu'il peut ainsi, près d'une ivresse instrumentale, produire au regard de tous l'articulation centrale du transfert, mise en présence de l'objet paré de ses reflets. Il n'en reste pas moins qu'il a projeté Socrate dans l'idéal du maître parfait, qu'il a complètement par l'action imaginarisé. Chez le névrosé, le moins on ne sait pas, probablement le moins parce que c'est ce qui est le plus logique à réduire et d'exclure pour inclure son effet symbole de l'autonomie. C'est ce travail avec une résonance se glisse sur un sujet barré, un sujet divisif, un fantasme, favorisant l'imagination qui lui est propre, celle du moi, car la castration imaginaire, le névrosé l'a subie au départ, c'est elle qui soutient ce moi fort qui est le sien. Si fort, peut-on dire, que son nom propre l'importune, que le névrosé est au fond son nom? Oui, ce moi que certains analystes choisissent de renforcer encore, c'est ce sous quoi le névrosé couvre la castration qu'il nie. Mais cette castration contre cette apparence, il y tient. Ce que le névrosé plutôt ne veut pas, et ce qu'il refuse avec acharnement jusqu'à la fin de l'analyse, c'est de sacrifier sa castration à la jouissance de l'autre, en lui laissant servir. Et bien sûr, n'a-t-il pas tort, car encore qu'il se sente au fond ce qu'il y a de plus fin à exister, un manque à être ou un en trop. Pourquoi sacrifierait-il sa différence, tout mais pas ça, à la jouissance d'un autre qui, l'oublions pas, n'existe pas? Oui, mais si par hasard il existait, il en jouirait. Et c'est cela que le névrosé ne veut pas.
car il se figure que l'autre demande sa castration. Ce dont l'expérience analytique témoigne, c'est que la castration est en tout cas ce qui règle le désir dans le normal et l'anormal, à condition qu'il oscille à alterner du sujet barré à dans le fantasme. La castration fait du fantasme outrepasser certaines limites naturelles, prend la fonction transcendantale d'assurer la jouissance de l'autre qui me passe cette chaîne dans la loi. À qui veut vraiment s'affronter à cet autre s'ouvre la voie d'éprouver non pas sa demande, mais sa volonté. Et alors, ou de se réaliser comme objet, de se faire la momie de telle initiation bouddhique, où la cause perdue, c'est la voie du tragique grec que Claudel retrouve dans un christianisme de désespoir. La castration veut dire qu'il faut que la jouissance soit refusée pour qu'elle puisse être atteinte sur l'échelle renversée de la loi du désir. Nous n'irons pas ici plus loin. Cet article paraît en primaire 1966, écrit une pénurie inattendue des fonds qui, d'ordinaire, se produisent pour la publication intégrale de ces sortes de colloques l'ayant laissé en souffrance avec l'ensemble des belles choses qui de celui-ci firent l'ornement. Mettons pour la bonne règle que le développement copernicien est un rajout et que la fin sur la castration n'est pas le temps d'être dite, remplacée d'ailleurs par quelques traits sur la machine au sens moderne, dont peut se matérialiser le rapport du sujet au signifiant, que la sympathie naturelle à toute discussion, n'excluant pas celle que nous inspirons un discours. Les termes d'Allemagne dont quelqu'un voulut marquer notre propos, nous ayant d'aucune façon affligés, ce qu'il importe de nouveauté dans la catégorie, nous flattons plutôt de lui avoir donné occasion de naître. Nous n'enregistrons pas d'un moindre intérêt le grésillement prompt à le suivre du mot d'enfer, puisque la voix qu'il portait se réclamait d'un marxisme. Du marxisme lui donnait un certain relief. Il faut l'avouer, nous sommes sensibles à l'humanisme quand il vient d'un bord où, pour n'être pas d'un usage moins rigide qu'ailleurs, à tout le moins résonne-t-il d'une note candide quand le mineur revient à la maison. Sa femme le frictionne. Nous nous montrons là sans défense. Ce fut dans un entretien personnel qu'un de nos proches nous demanda. Ce fut la forme de sa question si de parler pour le tableau noir impliquait la foi en un scribe éternel. Il n'est pas nécessaire, lui fut-il répondu, à quiconque sait que tout discours prend ses effets de l'inconscient.